Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de FAQ. Alors vous entendrez sûrement un peu de bruit derrière, c'est tout à fait normal. J'ai rapproché mon micro mais derrière ça fait la fête, ça mange tranquillement. J'ai vu 2 films, alors, là ça date un petit peu, mais j'avais vu 2 films parce que moi je reprochais à Robert Downey Jr. de jouer un peu le même rôle pendant 10 ans à partir du premier Iron Man. C'est-à-dire de jouer l'espèce de mec cool, en espèce de film d'action-aventure, vraiment qui ne se laisse rien dire, qui fait le mec toujours sûr de lui, pas trop d'émotions, tout ça. Mais j'ai trouvé ça un peu irritant, un peu agaçant, cette façon de toujours faire la même chose. Et je crois que lui-même, il était agacé de ses propos. De sa façon de jouer. C'est en cela que quand il avait joué dans Oppenheimer, il avait dit qu'il avait découvert de nouveaux muscles. Parce qu'il ne musclait pas d'autres muscles que toujours les mêmes. Quand vous le voyez dans Sherlock Holmes, quand vous le voyez dans Tony Stark, quand vous le voyez dans Dr. Dolittle, c'est la même chose. On lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis faire le rôle de Tony Stark si souvent, je pense qu'au bout d'un moment, tu t'épuises et tu fais plus que ça. Tu ne penses plus que comme ça. Et il y avait un copain qui me disait, mais non, il n'a pas fait que ces films-là, il n'a pas fait que ce type de rôle-là, il a fait d'autres films dans les années 2010, alors il en a fait 2. Ça s'appelle Le Juge, où voilà, il joue un avocat, et Due Date, où il est avec Zach Galifianakis, je crois, le nom, à peu près. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est buddy movie quoi. Très classique, où là la sphère comique est un peu plus prononcée. Là où Le Juge, on est vraiment sur du Tony Stark, un peu plus émotionnel. Le film est très long, donc pour ce que c'est, pour ces affaires d'avocat, c'est un peu plus tourné vers la famille. Donc là, Tony Stark, il fait pas d'action. Il est en train de parler à son père, qui est Robert Duval, donc qui est un juge, un vieux juge qui se retrouve dans un accident, un bête accident, mais qui se révèle être peut-être un homicide volontaire de la part du père. Donc le fils, il vient dans la cambrousse qu'il déteste et son père le déteste aussi et il décide d'essayer de sauver son père, donc il va être l'avocat de son père, du coup il va y avoir des conflits, tout ça, donc ça donne un peu plus de volume. Quand vous prenez tous les Tony Stark dans la gueule et après que vous regardez Le Juge, vous voyez évidemment des postures, des regards. Je peux vous assurer aussi que la VF n'arrange rien à l'affaire parce que c'est la même VF. Et la façon de parler de l'acteur de doublage, très bon, alors très très bon choix d'acteur de doublage pour Downey Jr., c'est exactement la même chose. Le côté un peu provoquant, coquille, vous voyez, c'est avoir des boules de dire un truc, et vous savez, un peu à leur porte-pièce, vraiment, mais bon, vous avez vu ça une fois, vous les avez tous vus, quoi. Et Due Date est un peu plus différent parce qu'il pique vraiment des crises, il s'énerve. C'est un peu autre chose. On est sur un registre un peu différent. Donc moi je vous conseille Due Date si vous voulez de la comédie. Après c'est vraiment un truc très verrouillé. C'est vraiment dans un style very bad trip. Depuis Kiss Kiss Bang Bang, Downey Jr. joue un peu la même chose en vrai. Ouais, c'est ça le hic. Donc espérons que maintenant il se soit peut-être débloqué et qu'on puisse aussi lui proposer autre chose, parce qu'il ne s'agit pas simplement pour l'acteur de dire regardez maintenant je joue mieux, mais il faut aussi que les producteurs aient envie de le voir jouer autrement, de le voir jouer, avoir une ouverture quoi. Mais ça, je suis sûr que certains le prendront bien en compte et voudront lui faire jouer autre chose. Et lui écriront peut-être même des rôles, rien que pour lui, qui lui feront miroiter une autre facette de son jeu, de ce qu'il peut développer dans son jeu. Moi, tu me demandais, aurais-tu 2-3 films de 2023 à conseiller ? Eh bien, tu vois, je n'ai pas vu tant de films que ça de 2023, donc ce serait compliqué d'en conseiller. Et j'ai pas fait de liste de ce que j'ai vu en 2023 et ce que je peux vous proposer. Moi, j'en aurais peut-être un qui sort un peu du lot, mais qui est aussi pas facile à acquérir. Mais je pense que vous pouvez le trouver via les sites illégaux. C'est Mad God de Phil Tippett. Sur de la stop motion, c'est très riche, c'est très énergique. Il y a moyen que ça plaise. Après le reste, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Je ne me prononcerai pas davantage, mais Mad God, oui, c'est une belle sortie 2023. J'ai eu tellement de choses à rattraper et en même temps, en fait, je suis en train de me poser des questions sur la part que je dois donner à regarder des films
par rapport à ma façon de me former sur les logiciels de montage. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va me couper l'herbe sur le pied si je fais pas gaffe à ça. Et en même temps, là, j'ai beaucoup discuté, j'ai été en contact avec d'autres monteurs, et en fait, on parle pas le même langage du tout, mais du tout. Hein. Quand je dis qu'on parle pas le même langage, je suis aux antipodes en fait de ces monteurs. Ce qui me fait dire un truc qui est pas très agréable, c'est un petit paragraphe, un tout petit paragraphe que j'ai dû écrire, mais à je sais pas quelle heure de la nuit, parce que je ressentais en fait ce point de décalage avec beaucoup de personnes, hein, et pas que des monteurs qui sont de mon même corps de métier, hein, mais avec beaucoup d'autres personnes où j'ai des considérations qui sont uniquement des considérations de personnes qui voient que des films et qui ne fait presque que ça, et ça crée une rupture et une distance avec beaucoup d'autres personnes dans les considérations que nous avons quand nous regardons des films. J'ai écrit précisément, et je vais vous lire le paragraphe et après on va pouvoir le commenter. On se rend compte à quel point on est des monstres de cinéma, à quel point on a des considérations quand on voit un film que n'ont pas les autres. Un gouffre dans le dialogue. On passe notre temps à modeler notre discours pour convenir à l'autre de peur du rejet. Les gens ne veulent pas être sauvés. Pas de remise en cause de leur avis ou des choix des mots pour qualifier telle ou telle œuvre. Ce sont des animaux culturels. Ils agissent dans le présent, ne fabriquent pas des outils pour voir cette culture ou ces films et n'enterrent pas les morts et les films du passé. J'ai dû l'écrire assez tard, je pense. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez vrai, en tout cas dans la façon dont je vois les gens quand ils parlent de films. Et je formule ça via les réseaux, que ce soit Twitter, mais même sur Discord. Hein. Vous allez sur les Discord d'écran large ou autres, je me sens complètement alien. Et je sais qu'il y en a qui sont encore plus malheureux que moi. Il y a un vrai problème de raccord dans le dialogue entre des gens qui voient énormément de films et des gens qui en voient peu. Et en fait, la personne qui écoute ça, elle te dit « Ouais, c'est bien joli tout ça, mais moi je m'en fous, j'ai pas aimé le film ». Et là, on se rend compte qu'il y a un gouffre en fait entre ce que la personne perçoit d'un film avec toutes les ramifications, les secrets de production et tout ça, et une personne simple qui regarde le film et qui n'aime pas parce que ça ne lui a pas parlé. Le dialogue, il va s'arrêter là. Parce que d'un côté, il y en a un qui a trop de ramifications, qui rentre dans une pensée trop complexe pour le film pour être déclamé à quelqu'un qui n'a pas envie de parler de ça. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne cherche pas à se poser des questions, qui ne cherche pas aussi à dévoiler en fait pourquoi il n'aime pas, parce que ça peut être aussi des rapports personnels et intimes qu'il ne veut pas dévoiler. Et du coup, on a un dialogue complètement coincé. Ce choc, hein, je le ressens presque tout le temps quand je parle de cinéma avec quelqu'un. Et c'est déjà d'une frustration, je vous dis pas le niveau de frustration. Donc on est obligé de s'abaisser, hein, faut dire ce qui est, de venir au niveau, mais à un point qui est presque humiliant en fait. C'est-à-dire on accumule de la connaissance, de la sensibilité, du regard, des questions, du recul, et tout ça ne sert à rien quand tu parles avec quelqu'un d'autre. Donc à ce moment on se dit mais pourquoi faire d'efforts alors ? Et ça c'est un truc, quand on a de la considération beaucoup pour l'art et du cinéma, c'est un truc qui est insupportable. Et je veux le formuler. Je veux le formuler comme ça. Et voilà, je souhaitais vous le dire ça. Après, on peut tout de suite me dire que, en disant que quand je parle de personnes qui sont des animaux culturels, quand on constate la différence de niveau dans la réception des deux parties, oui, là on a l'impression qu'il y a des gens qui ne voient qu'au présent et d'autres personnes qui voient quelque chose de beaucoup plus englobant. Et il ne s'agit pas de la question d'un rapport de condescendance. Hein. Il y a des gens simples, quand ils regardent des films, qui n'ont pas envie de se poser plus de questions, et on a le droit de le dire. Certains diront qu'ils sont cons, mais ça c'est un autre débat. Mais il faut accepter aussi que d'autres n'aient pas envie d'avoir cette complication dans les pattes, de vraiment ressentir pleinement les émotions et de s'arrêter à ça. Les raisons de critiquer la condescendance, mais c'est aussi qu'on se place, en fait, qu'on ne veut pas nous-mêmes faire un effort de comprendre l'autre, de ne pas se dire l'émotion que cette personne, que ce spectateur a eu devant un film, ça lui suffit. Parce que si la personne considère que ça lui suffit pas, alors là on peut parler de condescendance, parce que la personne va commencer à rentrer « Oui, mais tu comprends pas, parce que c'est pas son problème !» Et il faut accepter ça. Et pour quelqu'un qui prend tellement de temps
à chercher dans les films des choses, ça peut être un petit peu agaçant. Et c'est en cela aussi que, voilà, vis-à-vis des monteurs que j'ai croisés, avec qui j'ai un peu discuté, alors, purement des techniciens, des bons petits soldats techniques, mais après, quand il s'agit de faire ressentir, de travailler des émotions, de travailler des sensations, de travailler de la narration, il n'y a plus personne. Et voire même, ils n'ont même pas envie d'en parler. Et moi c'est mon point fort, en fait. Mon point fort n'est pas du tout les techniques. Hein. Mon point fort, c'est la narration. Et moi, je suis désarçonné. Donc, je retrouve le même cas de figure, mais sur la partie du montage. Et moi, ça m'a mis dans une sorte d'instabilité émotionnelle ces derniers jours dans mon propre boulot. Hein. C'est pour ça que la bande-annonce de My Hero Academia a été un petit peu différente cette fois-ci. J'ai commencé à me poser des questions d'émotion et de technique. Quelle est la part qui doit prendre le tout dans ma vie professionnelle ou personnelle, ou même, on va dire, artistique, ou réception d'art. Et je pense que dans les années à venir, il pourrait se retrouver que je regarde beaucoup moins de films et que j'essaie de me concentrer davantage sur de la technique et sur un rapport plus simple au film. Donc il se peut, avec tout ce que je viens de dire, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi c'est plutôt important, parce que là on parle vraiment de quelque chose de très émotionnel. Il se peut que sur la chaîne il y ait des changements qui soient importants. Donc je sais pas. Vous savez, comme les changements se font sur Synfalt, ils se font sur des années. mais à un moment, en fait, je vais me retrouver coincé si je fais pas attention, et je voudrais pas que ça m'arrive. Je trouve que déjà passer 10 années sans faire de burn-out, c'est déjà pas mal. Mais il ne s'agit pas de parler de burn-out, mais voilà, je veux prendre le temps de bien réfléchir, et à un moment, il y aura des switches, il y aura des changements. Si je me débloque, en fait, techniquement, sur les logiciels de montage, ça me permettrait d'imaginer certaines choses que j'ai du mal à voir encore maintenant. Du coup, de faire évoluer la chaîne en autre chose. Parlant toujours de cinéma, mais peut-être avec des choses plus courtes, peut-être. Et je pense qu'à un moment, ça arrivera. Les grosses critiques très très longues, peut-être passeront justement sur le Spotify. Le Spotify, oui, bien sûr. Sur le Spotify, pardon. Ça, c'est éventuel. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Mais à un moment, il y aura un truc qui se passera. Ça, c'est à peu près sûr. Le cinématographeur, de ce que j'ai vu, il s'intéresse beaucoup à la mise en scène et livre parfois des analyses plus profondes. Sur Spider-Man, par exemple. Ça, je ne dis pas le contraire, mais on en revient à un problème qui est celui de la personne qui n'a pas besoin de ça pour apprécier un film, et qui n'a pas besoin de ça pour parler d'un film. C'est-à-dire que... Donc oui, en fait, il y a une différence de discours. À qui s'adresse en fait toute cette ribambelle d'analyse profonde? Je pense que c'est la question que je lui poserai quand il sera chez Samir. Je crois que ce sera le 13, il me semble, qu'il y aura un live où il sera là avec son livre pour en faire la promotion et pour en parler un peu avec Samir. Moi, je pense que je lui poserai la question, à qui est destiné le livre? Parce que si c'est pour dire qu'il faut réhabiliter Spielberg, je pense que à peu près toutes les générations, jusqu'à la sienne, on sait que Spielberg c'est quelqu'un de balèze. On n'a pas besoin d'un livre pour nous le prouver. Donc il s'agit d'une réhabilitation vis-à-vis d'une certaine génération assez ancienne, mais qui, elle, en aura rien à foutre du livre du cinématographeur. Donc pour qui il est fait, ce livre, en fait? Pour des espèces de névrosés qui veulent absolument avoir le synchro-saint sens d'un film. Mais le film a le sens qu'on veut bien lui donner, chacun d'entre nous. Donc essayer de faire une lecture psychologique en 500 pages... moi, j'en ai pas grand-chose à foutre, en fait. Est-ce que les gens ont vraiment envie d'aller creuser comme ça dans la psychologie de Spielberg, plutôt que simplement voir le film et retirer des choses tout simplement du film? Parce que là, c'est là où ce sera intéressant de lui poser la question, c'est est-ce que le livre qu'il a écrit sur Spielberg, ça part d'un postulat, c'est-à-dire d'une démonstration que Victor Norek veut forcer dans une analyse de film, ou alors c'est vraiment, on part du film et on laisse couler, en fait on voit jusqu'où le film va nous emmener, et à partir de là on en retire des éléments. Voilà, ça ce sera une question qu'il faudra aussi lui poser. Si Samir ne la pose pas, je la poserai de mon côté. Tu peux comprendre ceux qui détestent le cinéma de Kubrick. Je pense que
ceux qui détestent le cinéma de Kubrick n'ont pas cherché à comprendre le cinéma de Kubrick. Mais bon, ça c'est une autre affaire. C'est encore une affaire d'être un animal culturel. C'est-à-dire penser qu'au présent et pas se poser des plus de questions. Mais c'est ce que je disais avant, justement. Il y a un gap entre ceux qui font des efforts pour essayer de creuser et les autres qui sont devant leur pur ressenti de l'instant comme un animal, comme un putain de clébard. T'as un clébard devant un film et t'as certains spectateurs, ils ont le même niveau de réception du film que le clébard. C'est ça. Après, ils sont peut-être plus heureux que les gens qui se posent des questions. Hein. Ça, c'est fort probable, par contre. Ce n'est pas ton point de vue, Sociorama. Oui, vis-à-vis de Kubrick, oui, mais c'est comme d'habitude. Hein. Moi, je pourrais reciter Monsieur Durandal qui fait tout un truc sur Kubrick, mais je doute qu'il ait vu le bouquin de Michel Simon. Mais bon, quand on est con, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que ça n'allait certainement pas aller dans son sens. Donc ça, il s'en protège. Il se protège de la potentielle révélation que Kubrick, c'est vachement bien. Mais bon, c'est vouloir adopter le point de vue de l'autre pour renforcer le sien. Lui, je crois qu'il veut même pas aller jusque-là, en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On va peut-être aussi parler d'un autre sujet. Les séries. Puisqu'on en parlait des séries comme ça sur le Discord, là. On me disait que finalement, je n'avais pas vraiment peut-être fait évoluer mon rapport à la série, donc mon avis aussi sur ces dernières. Et on me parlait aussi de mini-séries. Alors j'en ai vu quelques-unes cette année. Je ne pense pas avoir vu des mauvaises. Hein. J'ai vu Severance et c'est pas mal, c'est bien foutu. J'ai vu Fondation saison 2. Il y a des très bonnes idées, les personnages sont très attachants. On a envie d'en voir plus, ça va un peu dans tous les sens, mais c'est pas mal aussi. J'ai vu The Last of Us partie 1, donc la première série. Pas mal. Après, les choix de narration et d'extension par rapport au jeu et de réduction aussi d'accordéon vis-à-vis du jeu, il y aurait des choses à redire, mais je trouve qu'il y a des bonnes idées, il y a une bonne production. J'ai vu aussi peut-être ma frustration la plus aiguë pour les séries filmées de cette année, de ce que j'ai vu, c'est Raised by the Wolves saison 2, qui n'aura pas de saison 3, alors que la saison 2, il y a vraiment des trucs assez fascinants. Et on voit très bien que c'est une série chapeautée par Ridley Scott. Ça se voit, mais à 1000%, dans les couleurs, les thèmes, la généalogie de la création. Il y a vraiment des trucs fascinants dans cette série. Je pense que c'est Raised by the Wolves 2 qui m'a le plus intéressé. Et après, Fondation. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que je pense des séries ? Sachant que la plupart de ces séries-là, ce sont des mini-séries. Ce ne sont pas des séries. Même si tout d'un coup, je sais pas si dans les mini-séries on peut considérer qu'après quand on commence à faire des saisons, saison 1, saison 2, etc., ça devient des séries. Parce qu'elles ont 8 épisodes, quoi. 8, 9, 10 épisodes, pas plus. Compliqué de désigner ça, mais il est clair que, à part certains moments, on est sur un langage de cinéma de série. C'est-à-dire on pourrait écouter la série et ne rien louper de ce qui se passe. Et ça, c'est un problème en fait. Y a un alignement entre le son et l'image qui est terrible et qui rend la série précisément une série. Là où un film joue beaucoup plus sur un décalage, sur une résistance entre le son et l'image, dans le cadre d'un film bien fait, évidemment, dans le cadre d'un film qui épouse le cinéma, où tout d'un coup on ne peut pas savoir ce qui se passe visuellement quand on a le son. Donc il faut travailler ça. Alors je dis pas sur toute l'intégralité du film, mais qu'il y ait beaucoup plus de passages qui créent en fait un décalage. Ces séries-là, quand on voit comment les dialogues sont filmés, des fois c'est plan-plan, et des fois le problème du non-point de vue, ça c'est un gros problème dans la plupart des séries, le problème du non-point de vue nuit énormément à la qualité de la série. Hein. Severance a un énorme point de vue. C'est assez clair et ça en donne justement une série qui est intéressante. Intéressante dans son histoire et dans la mise en scène, il y a quelque chose aussi qui suit. Dans le montage notamment, je pense que les séries ont beaucoup plus à gagner en mettant en avant leur montage que leur filmage. Je pense que The Last of Us est peut-être la série la plus faible, maintenant que j'ai vu quelques séries sur l'année, par rapport aux autres. Fondation a des choses qu'on a vraiment envie de voir exploiter. Il y a quelques belles scènes. Les acteurs sont très forts. Je trouve le Cléon là, il est vraiment bien. Donc je dirais que il n'y a pas de changement. Et le petit changement qui est maintenant, c'est que j'ai des exemples. Alors qu'avant, je disais que les séries, il y a des problèmes et tout ça, mais les exemples me venaient pas instantanément.
Je pouvais en citer, mais il m'aurait fallu plus d'efforts pour donner des exemples sur pourquoi la série me pose problème. Et puis, il ne s'agit pas de la série en elle-même qui pose problème, c'est après la résonance de la série dans le dialogue entre les gens et dans ce qu'elle fait résonner dans la production audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on a des gens de séries qui viennent faire des films après, qui viennent filmer les films comme des séries. C'est-à-dire avec la même mollesse, avec la même capacité d'écrire, ce qui n'est pas bon pour le coup pour un film, et après ça fout la merde. Ça rend le film juste digne d'un podcast audio, c'est tout ce qu'il mérite. Et il y a plein de films, ils n'ont rien pour eux. Donc, et ça, c'est issu de la série. Je parle de trucs américains, évidemment. Des gens qui ne se sortent pas les doigts du cul, quoi. Donc je pense que ça, c'est aussi un risque que propose la série. Et puis le fait de toujours faire des suites aux séries, saison 1, saison 2, saison 3, etc. et diluer en fait le plaisir de la découverte. Donc voilà, ça je voulais vous en parler absolument. Bon, je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi, hein. Avec les différents monteurs que j'ai croisés, j'ai regardé certains programmes qu'ils ont mis en avant ou tout ça. Oh mon dieu. Alors d'un côté, je me dis que putain, je me fais exploser la gueule, mais genre bien sévère par ces monteurs-là qui ont des fois 15 ans de moins que moi. Et en même temps, je me dis que bon, ils n'ont pas grand-chose à narrer en fait dans leurs vidéos, donc ils font du montage excitant, mais il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Donc non, ce sont pas des... Oui, voilà, j'avais lu des faux monteurs. Non, ce sont qui ces fameux monteurs? Ce sont des monteurs YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des monteurs qui sont là, qui travaillent pour du documentaire, de la fiction, de la télé, tout ça. Et il y a des monteurs qui sont payés et qui ne font que du YouTube. C'est un peu perturbant. Ils sont ultra talentueux. Ils connaissent très bien le logiciel. Ou les logiciels bien mieux que moi. Hein. Mais je pense que si on leur donne des rushs et qu'on leur dit tu fais le court-métrage, je crois qu'ils se retrouveront un peu perdus. Et on s'est rendu compte, en fait, la personne qui gère ce Discord, elle s'est rendu compte que bon, ils montent très bien. Enfin, le résultat est très bien, mais ils n'ont aucune méthodologie. Il y a tout le temps des gens en vocal. Tout le temps. Je me disais, mais putain, c'est incroyable, je suis sur plein de Discord, il n'y a personne en vocal. Et qui plus est, des Discord, donc ça parle de cinéma, ça devrait fuser, il devrait y avoir des groupes partout. Que dalle. Et c'est comme par hasard, chez les pros, que j'ai des gens tout le temps en vocal. Il y a au moins une personne là, je vais sur les deux Discord. Il y a un Discord où il y a le chef du Discord qui est là, en attente, et il y en a un autre où il y a des gens qui streament leur timeline et leur montage et les vidéos qu'ils ont vues, et là, ils sont 5. Ils sont 5. Il y a un mec qui est un peu plus âgé parce que lui, il apprend le montage. Il y a un modélisateur 3D. Il y a 3 monteurs. Ben voilà. Moi, c'est ça que je recherchais, moi. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait sur notre Discord. Hein. Là, c'est des trucs de pro. Hein. Je vous invite pas à rejoindre ces Discord, à moins que vous soyez monteur. Hein. Bon, il y a une différence d'âge, hein, donc forcément, les sujets ne sont pas les mêmes. Hein. Et les films méta que tu aimes bien, ou tu trouves ça surcoté? Ben, étant donné que je fais Sociorama, je fais pas une fixation sur les films méta. Donc les films qui parlent des films, je suppose que c'est ce que tu voulais dire. Hein. Moi, ils me viennent pas en tête comme ça, instantanément. Il y a des films méta, oui, mais ils sont méta, voilà, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Je sais qu'il y en a, c'est leur grand cheval de bataille, ça leur donne l'impression qu'ils ont découvert un truc sur le cinéma, ou que sais-je, mais c'est pas important. Me dire que oui, alors là, c'est le réalisateur, enfin c'est... L'acteur, c'est réalisateur, il fait un film et tout ça, ben ouais, mais moi je regarde un making-of et j'ai à peu près les mêmes informations, même plus que voir un film méta. À quoi ça sert de voir un film comme un film méta? On s'en fout. C'est encore une fois, à quoi ça te sert de découvrir ça? Qu'est-ce que ça apporte de plus au film? Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de le savoir? Pas grand-chose en fait. Parce qu'au moment où tu te dis, ouais, l'acteur en fait c'est le réalisateur. Et alors? Bah rien en fait. Et il fait un film, oui, et c'est cool. Ok. Ben voilà. Ça s'arrête là. Je dirais pas que c'est surcoté, c'est une grille de lecture qui est tendance actuellement, mais je sais pas si elle amène quelque part. Hein. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'elle est surcotée, mais non, elle n'est pas surcotée, c'est juste qu'il y a des gens qui aboient plus que d'autres sur ce concept-là, et ça s'arrête là. Hein. Mais c'est pas... Je sais pas où ça veut nous emmener, en fait, quand on déploie l'idée de méta dans un film. Ah, c'est sûr qu'il faut pas se limiter à ça. Bah oui, dans ce cas, il faut creuser plus loin, mais généralement, ça s'arrête là. Hein.
Honnêtement, je trouve que voilà, s'il y a certains films de Spielberg qui sont méta, moi je trouve que c'est plus intéressant d'aller écouter une interview de lui que de dire ah oui, alors ce film il est méta parce que ça. Et si ça se trouve, tu as les mêmes informations que juste quand tu écoutes une interview de lui. Donc au bout d'un moment, ta démonstration comme quoi le film est méta te fait revenir aux mêmes conclusions que si tu avais vu une interview. Donc pourquoi faire tout ce déblayage méta à propos du film ? À un moment, tu cherches une information, si tu as besoin de passer une semaine à travailler un film pour qu'il entre dans la case méta en lui faisant dire je sais trop quoi, et qu'au final, tu as un autre mec qui a pris une petite heure pour regarder une masterclass et il revient au même cas, tu te dis qu'il y a un petit problème en fait dans les finalités des deux méthodes. Ça dépend des films. Ah bah oui, bien sûr, ça dépend des films. Mais je dirais que ça ne dépend même pas des films, ça dépend de la vision de la personne qui voit du méta. Hein. Parce que quelqu'un qui voit du méta, elle peut voir du méta partout. Hein. Ça en devient un peu ridicule d'ailleurs. Au point de tordre des termes qui n'ont rien à voir avec le cinéma pour que ça rentre dans la case. Hein. C'est un peu déroutant. Hein. Mais bon, ça c'est de la dégénérescence analytique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je le perçois maintenant, moi, comme ça. C'est une espèce de volonté d'absolument plier le film à sa volonté qui me gêne un peu. Mais c'est souvent parce qu'on a des démonstrations à faire vis-à-vis des films. C'est-à-dire que la personne, elle a une idée, elle veut rentrer l'idée dans le film. Donc elle a une démonstration à faire et elle va faire plier le film, quitte à mentir au spectateur pour que ça aille dans son sens. Ça, vous avez des exemples même sur YouTube. Hein. Le Fossoyeur de film, il a fait ça. Hein. Quand il a utilisé, par exemple, une scène de Tortue Ninja pour démontrer un propos, et moi je trouvais que c'était un peu bizarre, donc je suis allé voir la scène, et en fait, il y a une partie de la scène qu'il a soigneusement enlevée parce que ça n'allait pas dans son propos. Donc bon, ça c'est un peu malhonnête, quoi. C'est pour ça que moi, mes analyses de séquences, j'ai du mal à les faire autrement que plan après plan, et même je rentre rarement dans les idées de méta, parce que je trouve que c'est plus intéressant de voir la mécanique de fonctionnement d'une séquence que d'avoir une espèce de texte global, enfin de propos global qui va s'insérer dans la séquence, et les trucs qui vont pas vers le méta, on les rejette. Donc il y a des bouts de séquences qui rentrent pas dans la démonstration. Je trouve ça un peu con en fait. C'est vraiment mettre des œillères. Ça, de toute façon, ça vous pouvez le vérifier. Hein. Vous regardez l'épisode sur les Tortues Ninja et vous regardez le film. Bon, il y a des petits trucs passés sous silence, quoi. Mais là, c'est du pinaillage, hein, parce que vu que le mec il est assez calé, on peut se dire bah oui, la vidéo elle doit être calée, mais en fait non, il y a des petits trucs, il y a des petits travaux comme ça, mais ça on peut le trouver un peu partout, hein. Sûrement chez moi aussi, hein. Il y a pas de mal. Hein. Ou dans ce cas-là, il s'agit aussi de le présenter autrement, de pas être absolu dans ces termes. Faut travailler aussi la façon dont on présente les autres, enfin dont on présente les choses, pour que l'élément qui va perturber ta démonstration ne soit pas important, soit pris en compte, mais sans en appuyer la différence. Et à partir de là, on peut accepter que tous les éléments de la séquence ne rentrent pas dans ta démonstration. Mais bon, ça c'est aussi des affaires de posture, hein, de youtubeurs. Hein. On les connaît. Même moi, je dois avoir une posture, mais je sais pas laquelle. Étant donné que sur la chaîne, c'est un peu tout et n'importe quoi, donc la ligne éditoriale, elle est compliquée à déceler. Après, si vous voyez chez moi une ligne éditoriale, ça m'intéresserait de savoir laquelle. Parce que là, pour le coup, moi, je sais pas. Mais à la limite, c'est pas très important de savoir. Le plus important, c'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et si on considère un moment qu'on doit changer quelque chose, il faut essayer de le faire, de se donner les éléments, enfin les armes pour le faire. Tu as vu The Killer ? Oui, je l'ai vu. J'ai pas la vision de ce qu'on peut en retirer, comme j'ai pu le lire dans Criticat, notamment dans leur podcast à Criticat, ou sur d'autres vidéos. Je l'ai pas senti comme ça au visionnage. C'est passé tout seul. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné dans la logique des circonstances et aussi dans des logiques architecturales. Je pense que ça le faisait chier Fincher de filmer à Paris. Parce qu'à Paris, on n'a pas des vitres comme... des fenêtres comme il nous a montré dans la première séquence. La première séquence me gêne beaucoup, parce qu'il y a plein de trucs qui me font dire c'est bizarre. C'est bizarre, bah ouais. Oui, même la logique du film, qui est quelqu'un qui essaie de remonter en fait une piste pour effacer un problème qu'il a lui-même créé. J'ai l'impression que c'est le début d'un film. Et en fait, non, c'est le film. Et ça m'a un peu frustré.
Mais je pense que j'attendais quelque chose d'autre et je l'ai pas eu et par conséquent je suis un peu dérouté. Mais tout ça va un peu se tasser et après peut-être que je le reverrai quelques années plus tard et ça se passera mieux. Mais moi j'en ai pas retiré grand chose. Mais au moins je l'ai vu. Voilà. Alors qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Ah ben Charles, je pourrais être tenté d'aller voir la bande dessinée en effet. Pour comparer. Charles, je suppose que si tu dis ça, c'est que tu as vu la bande dessinée. Est-ce que le film traite l'entièreté de la bande dessinée ou la bande dessinée, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a dans le film, dans la trame générale, j'entends par là, le déroulé général. J'ai lu le premier cycle, 6 tomes. Le film adapte très librement ce cycle-là. Ok, donc c'est... Ouais, ok, il y a plusieurs cycles. Ok, c'est un gros truc. Ok, d'accord. C'est noté. L'univers est bien trop transcrit, mais l'intrigue n'est pas la même. D'accord, ok, bah ça c'était un peu ce que je voulais entendre vis-à-vis des libertés de direction de récit. Je voudrais reparler de Doomed. Et déjà, merci pour les gens qui l'ont vu. C'est un projet qui m'a mis beaucoup de temps à être fabriqué. Je l'ai commencé en mars dernier. Il a été plus ou moins terminé en novembre, à peu près. Hein. Après, vous savez, il y a toujours des affaires de détails. C'était pas un plein temps. Hein. C'est un projet qui a beaucoup évolué, puisqu'au départ, avant même que je commence à monter, ça avait d'abord été plutôt orienté sur des catastrophes naturelles. Et puis ces catastrophes naturelles se sont fait un peu plus, elles se sont un peu plus incarnées dans le personnage de Superman, puisque je voyais en fait les possibilités de mash-up entre Superman et différents autres films. Donc la première chose que je voulais faire une base de données où j'avais beaucoup de plans avec Superman pour savoir après dans quel genre de scène je pouvais mettre le personnage. À partir de là, j'avais des idées. Ces idées-là, il suffisait juste d'avoir la filmographie en mémoire, de se dire, ok, là on peut imaginer qu'il y aura une baston avec des avions. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire Superman contre des avions? Et là, il y a plein de petits moments que je peux utiliser pour ça. Il y a Iron Man, premier Iron Man, quand il vole aux côtés des avions, et à un moment il frappe une aile et l'aile elle casse et le mec il commence à chuter, donc ça j'ai utilisé ça. Un plan dans The Eternal. Évidemment le gros de cette séquence c'est Top Gun Maverick, parce que les sons, non seulement les sons étaient excellents et n'avaient pas forcément de la musique, mais les images étaient quand même assez belles. Il y a après d'autres films comme souvent les films Godzilla qui m'ont bien aidé. Aussi bien sûr Independence Day, plus le premier que le deuxième, parce que le deuxième, les avions qui sont utilisés sont des avions un peu aliens, et c'est pas ce que je voulais, donc je devais me limiter au premier film. Le travail son était bien sûr important, puisque je fixais en principe, généralement dès le départ, la musique, donc la recherche musicale a pris du temps, et souvent la recherche musicale me donnait tout de suite la teinte de la scène. Il y a quelques musiques où je me suis laissé guider par mon ami Arthur qui m'a sélectionné plusieurs musiques qui étaient de bons choix, notamment une musique de Wonder Woman qu'on a décélérée, et c'était une excellente idée de sa part, décélérée à 15%, sachez-le. La seule difficulté de Superman dans tout le film, soit le parachute qui se prend dans la tête. Oui, c'était une petite boutade, c'était une petite blague que je faisais pendant que je montais le projet. Il y avait Poufy, je crois qu'il y avait peut-être Dr Paléo dans le coin, et il y avait Poufy qui me disait « Oh attends, il y a peut-être moyen de faire un truc à la con avec un parachute », et moi j'ai dit « Chiche, je le fais ». Et j'avais tout de suite l'idée d'utiliser Rocketeer, donc le film là où il y a un mec qui a un jetpack sur le dos et qui part comme ça dans les airs, et d'utiliser le moment où il rentre en plein dans un drap qui est dehors pour être aéré, et qui passe comme ça dans le ciel avec le drap sur la gueule. Et je me suis dit, oh ça je prends ce plan là, avec Superman juste avant qui se prend, je sais pas comment, mais qui se prend le parachute, et ça fera totalement illusion. Et voilà, il y avait peut-être des meilleurs plans, mais c'est là où le travail de mash-up est assez compliqué, c'est qu'il faut en avoir la mémoire. Il faut déjà connaître les films et en avoir la mémoire. Donc ça, c'est tout un travail de mémoire et de noter des films à revérifier, à revoir, à tester également, prendre les séquences. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans mash-up, mais qui sont issues, qui ont été utilisées pour faire des tests, pour voir si c'était bon ou non. Notamment les paroles, les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues qui ont été refaits avec des dialogues d'autres films. Quand il y a un moment, le général, quand il y a justement, juste après ce moment de parachute qui dit
This is not the game, fucking game. Eh bien, cette parole, elle vient absolument pas du James Bond Demain ne meurt jamais. Ça vient de la parole du recruteur pendant la scène de repas dans Munich de Steven Spielberg. Voilà, il suffit juste d'une légère synchro labiale pour que les gens n'y voient que du feu. Donc il y a eu énormément de travail de cet ordre-là pour faire correspondre des paroles à des gens qui disent complètement autre chose. Bien sûr, un remappage sonore de beaucoup de séquences, notamment une séquence, ça je l'avais faite parce que j'avais un problème avec la musique utilisée. C'est un des premiers plans d'Independence Day, où vous voyez un moment dans mon mashup une lumière rouge qui clignote au premier plan et un asiatique qui est en fond de plan qui se rapproche de la lumière rouge. Comme s'il y avait, la lumière rouge a clignoté parce qu'il y avait une alerte. Eh bien, toute cette séquence, tout le son est refait. Il n'y a rien de l'original. Donc j'ai utilisé une musique qui en plus forte de sens par rapport à mon mashup que j'ai mis un peu en mode radio. J'ai mis une ambiance sonore de bureau, le bip bip qui était un bip bip de cardiogramme d'hôpital que j'ai ralenti pour que ça fasse plus un signal d'alerte. J'ai mis des bruits de pas et j'ai mis quelqu'un qui est essoufflé et après j'ai rajouté encore des sons d'informatique pour dire en mode comme qu'il appuie sur des boutons pour après déclencher un truc et après c'est la suite du film. Il y a eu quand même un truc très jouissif à refaire certains sons. Un challenge, évidemment, un défi, mais il y a vraiment un vrai plaisir de décortiquer, de se dire, ok, j'ai cette séquence, je peux pas utiliser le son de cette séquence. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est visuellement important et qui doit avoir du son. Voilà, donc on passe par étapes. Donc on se dit, ok, là il y a le son du vent, il faut que je mette. Après il y a ce son de l'avion qui passe, donc il faut que je donne aussi l'illusion que l'avion y passe. Donc généralement je ne suis pas assez bon mixeur et designer sonore pour faire tout plein d'effets sonores et tout ça, donc je dois trouver un plan où on a un avion qui passe. Donc là je peux vous dire que tous les films avec des avions je les ai faits. Air Force One, Les Ailes de l'Enfer, les 2 Top Gun Maverick, Firefox, des films chinois où il y avait des trucs d'avion. J'ai même refait les 2 premiers films, Les 4 Fantastiques. Le monde où le jour s'arrêta, le film avec Keanu Reeves, donc le remake là, j'ai fait plein de films comme ça pour avoir une étendue d'images, de catastrophes, d'images d'action militaire, de sons également, pour après avoir un maximum de possibilités pour après tout d'un coup pouvoir faire les choses assez rapidement, parce que le montage n'a pas pris beaucoup de temps, mais c'est après le fignolage du son qui a mis beaucoup de temps. Et après un alignement aussi des couleurs sur cette couleur rouge comme ça qui agresse un petit peu. T'as pris combien de mois pour toutes ces recherches? Ça a été disséminé, j'ai commencé en début mars et jusqu'à fin juin, début juillet, je dirais que c'est là où c'était vraiment le cœur. Mais après le travail de son et des détails, il a pris aussi plusieurs mois. Alors tu me parles du film Midway pour le son des avions. Moi je veux bien, mais tu vois, c'est là où il y a un truc où ça pouvait pas fonctionner. C'est Midway, c'est des vieux avions. Or moi c'est quand même des avions modernes de combat. C'est pas des avions de Deuxième Guerre mondiale. Si on parle bien du même film Midway, de Roland Emmerich là qui était sorti. Et ça je dois prendre en compte aussi. La qualité du son et si l'avion il n'est pas un peu trop vieux. Parce que je voulais prendre Firefox avec Clint Eastwood, mais le son il est dégueulasse et l'avion il est trop vieux. Donc je l'ai pas pris. C'est aussi simple que ça. Voilà, il y avait aussi des enjeux en termes de son qui étaient que j'ai essayé de faire. C'est vraiment à mon échelle. Je suis sûr que quelqu'un qui était dans le design sonore, s'il se pointait devant ma table de montage, il aurait plein de trucs à dire et on aurait une grosse discussion sur comment améliorer ça, trouver de meilleurs sons, améliorer des sons déjà existants que j'avais posés. Mais malheureusement, j'ai tout fait tout seul. Alors voilà, c'est imparfait, mais c'est quand même. J'ai jamais fait un truc comme ça, avec cette ampleur pour des scènes pareilles, donc ça m'a servi de bonne leçon pour beaucoup de choses, aussi pour la narration, parce que vraiment là c'était vraiment des narrations assez lourdes, il y avait beaucoup de scènes, j'aurais pu encore faire plus, mais vous savez quand vous êtes entêté sur certaines séquences et que vous avez envie que ça se termine, au bout d'un moment j'avais vraiment envie que ça se termine. Donc je me suis dit, il y a plein de plans que je n'ai pas utilisés, mais je ne vais pas me relancer là-dedans, et on n'est jamais sûr de pouvoir terminer la scène, voilà, sur une bonne note pour enchaîner avec l'autre. Et puis des fois, il y a des scènes de transition qui sont devenues des scènes à part entière. Entre la scène
où il y a Superman qui se prend le parachute et le début des combats dans le milieu urbain, il devait y avoir juste une petite scène de transition. Hein. Et c'est devenu un truc qui dure 4 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a eu vraiment des fois des choses où c'est tentaculaire, ça prend de la place d'un coup parce qu'on a des idées et ça fourmille et ça continue. Et à un moment, il faut dire stop, pitié. Le film, il est arrêté là. Je suis content qu'il soit passé sur YouTube. Pour l'instant, il est juste bloqué en Russie et en Biélorussie. Pour l'instant, en France, ça va. C'est super. J'espère qu'il restera comme ça. Si c'est pas le cas, il ira sur Vimeo. Et vous pourrez toujours le retrouver. Il sera juste plus sur YouTube. Donc, les retours. Alors il est clair qu'en termes de statistiques je suis extrêmement déçu, mais je m'attendais à des scores comme ça parce que ma chaîne se remet encore d'un algorithme complètement à la con. Faut dire ce qui est. L'algorithme est devenu complètement soumis à de nouvelles règles, je suppose. Est-ce que tu as regardé aussi des vidéos des armées de l'air pour le son des avions? Alors Henri, oui, ça aurait pu être une bonne idée, mais la capture du son par l'armée de l'air, j'ai pas trouvé la qualité du son très bonne. Pour un hélicoptère qui montait, ça je l'ai pris. Mais autrement, les avions, ils ont pas du tout les bons micros pour que ça soit correct en fait, et que je puisse utiliser ça pour du son dans la fiction. Donc, et je vous raconte même pas le son de Superman. Oh, parce que Superman, il fait pas un bruit d'avion. Donc quand il part comme ça et qu'il fait des... Et ça, il faut que je le trouve quelque part. Donc là, je peux vous assurer, j'ai grappillé le moindre petit grain de sel de son qui pourrait être ressemblant. J'ai essayé sur Chronicle, j'ai refait toute la série Invincible, je suis allé chercher des trucs dans les éternels. Je vous assure que j'ai essayé de bifurquer, enfin de traficoter des sons de mon côté, mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, c'était vraiment pour les sons de Superman, c'était horrible à trouver. Hein. Donc les retours. Statistiquement, la vidéo, franchement, elle fait pour le boulot que c'est, ça fait rien du tout. Bon, peut-être qu'à un moment, ça explosera quand j'aurai le dos tourné. Hein, c'est souvent quand on a oublié la vidéo que tout d'un coup, tu te dis, tiens, pourquoi elle a 150 000 vues? Bon, c'est mon souhait et il est fort probable que ça ne se réalise pas. Bon, mais la vidéo est encore en ligne. Elle est en ligne, donc c'est déjà formidable. Les retours critiques, c'est unanime. À part peut-être la couleur qui a gêné quelques personnes, tout le monde est très content de voir le boulot, d'être engagé dedans, de voir aussi la façon dont toutes ces images qui viennent de 250 films interagissent entre elles comme si ça ne faisait qu'un film. Et donc en ça, c'est une véritable réussite. Vis-à-vis de la réception critique des messages, ça dépend des générations. Au niveau de la saturation vis-à-vis de l'action, il y en avait un qui est plus vers les 45 ans, 50 ans, qui m'a dit putain, le début du film, c'est très dur à regarder parce qu'il y a trop d'action. Alors qu'il y en a d'autres, ça ne les a absolument pas gênés. Donc ça, c'est aussi une perception générationnelle. Et vis-à-vis de la fin, pendant Dakota, on en avait parlé ensemble, et je te remercie d'être là. Il y en a qui aiment beaucoup le message, qui trouvent que c'est très fort, que c'est un cri de cœur. C'est un point de vue que j'ai. Et c'est un cri de cœur qui est juste ou qui est justifié, sans être forcément juste, mais qui est justifié de ma part. Et il y en a d'autres qui trouvent, et ça c'est des générations plus anciennes, qui trouvent que c'est moralisateur, que ça n'a rien à faire là, que ça dessert le film même. J'ai entendu ça. Mais ce sont des générations qui sont des générations d'après-guerre. J'ai montré ça à mes parents, donc forcément, mon frère n'avait aucun problème avec le message de fin, mais mes parents, je peux vous dire que ça a été la douche froide. Dès que j'ai pu identifier que c'était bien pour une certaine génération, je m'en suis pas fait plus sur le retour critique. Négatif, j'entends. Mais autrement, en termes que mash-up pur, les retours sont formidables. Voilà. Et de toute façon, ça me servira aussi de vitrine, en fait. Si tout d'un coup, je rencontre de nouvelles personnes et qui me disent « Oh, tu fais pas grand-chose sur ta chaîne YouTube !» bah, je lui montrerai. Je lui montrerai, et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Donc oui, moi je suis content que ce soit terminé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je suis déjà en train d'en préparer un nouveau. Je suis en train d'archiver Doomed. J'ai envie de faire la sauvegarde de quelques sons que j'ai utilisés sur la timeline. Et après, je vais dégager le projet. Je vais le foutre à la poubelle. Parce que j'aurais fait les exports nécessaires avec les sous-titres et tout ça. Je vais le virer, me faire de la place.
Je vais faire un projet entre-temps qui va me nécessiter un peu de place en termes de poids pour la chaîne. Et après, je vais commencer le nouveau projet de Mashup qui sera... Comment je peux expliquer ça ? Une aventure campagnarde cosmique qui se terminera dans un festival païen morbide. C'est pas très clair peut-être comme ça, mais c'est comme ça que je pourrais le nommer en premier lieu. Donc attention, vous avez l'exclusivité de savoir à quoi va ressembler mon prochain mashup. Ouais, c'est très vague, encore une fois, j'ai une idée d'une première partie et j'ai une idée d'une deuxième partie. C'est voilà, une idée vague qui n'est pas scénarisée, mais je vais voir comment je vais pouvoir puiser un peu dans les images que j'ai en tête et les musiques. Alors là, si j'arrive à faire si j'arrive à faire le montage musical que je veux, ça va être incroyable. Mais moi là, j'ai envie de créer, j'ai envie de continuer à créer. Je compte sur vous, bien sûr, pour être au rendez-vous. Voilà, il faut suivre son inspiration. Oui, tout à fait. Il faut pas trop se verrouiller. Je me laisse beaucoup de portes pour être sûr de... Quand je vais commencer à chercher les images et à voir un peu pour les sons, je vais peut-être avoir de nouvelles idées. Et je veux pas me bloquer sur ces idées-là. Je veux être ouvert un maximum. C'est pour ça que pendant toute l'année, je me note des petites choses qui vont peut-être donner rien, mais qui vont peut-être donner tout. Je ne sais pas. Voilà. Et j'ai aussi un autre projet, mais celui-là il va me nécessiter vraiment beaucoup, mais beaucoup de place, bien plus que Doomed. C'est un projet de série mashup sur de l'action. Avec John Wick qui se fait poursuivre par des tonnes de gars la nuit dans les rues de cités américaines. Et ça va nécessiter, j'ai des idées vraiment avec des scénarios, un scénario assez précis avec Batman qui fait un casse dans un laboratoire chimique au début du film et tout ça. Enfin voilà, j'ai des idées. Alors là, ce truc-là, je le mets de côté. Je pense que je le ferai l'année prochaine parce qu'il y a le film là de Alex Garland, Civil War. J'ai vu des images dans la bande-annonce qui pourraient beaucoup m'intéresser parce que c'est des images de nuit. Ça pourrait beaucoup m'intéresser, donc j'attendrai d'avoir le film et je vais orienter un peu tout ça. Je vais commencer à écrire aussi sur le scénario pour au moins savoir les scènes que je veux. Et avec ces scènes, je saurai quel film j'ai besoin pour tel ou tel épisode et commencer à organiser une trame narrative. Avec les mecs qui s'appellent au téléphone pour dire « Il est où John Wick ?» Et là, t'as Batman qui répond « Je suis sur lui !» Voilà, vous voyez des trucs comme ça. Je crois que je vais beaucoup m'amuser. Mais ça nécessite beaucoup plus d'organisation que Doomed. Et ce sera un peu plus cloisonné, encadré. Sachez que c'est très grisant de faire ce genre de travail maintenant. Après, je joue avec les limites de ma chaîne aussi, bien sûr. J'en suis tout à fait conscient. Je voudrais vous parler d'une émission que j'ai pu regarder sur YouTube, qui est disponible sur YouTube sur la chaîne Box Office Pro France. C'est une émission où ils avaient invité une YouTubeuse. Je vous parlerai de qui c'est. Et ils ont parlé du monde des plateformes sociales séparées du monde du cinéma. Ce qui est vrai. Il y a très peu de gens du monde du cinéma ou de l'audiovisuel en général. Y a plein de gens qui travaillent dans l'audiovisuel qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe sur les plateformes sociales, sur YouTube, sur Twitter et tout ça. Et il y a un manque de passerelle, une sorte de médiateur à trouver pour créer un lien entre les professionnels, que ce soit des exploitants, des producteurs, des créateurs et tout ça, et le monde des plateformes. Samir en est un merveilleux exemple, un critique de cinéma qui a fait 20 ans de critique et qui là découvre le monde YouTube et l'utilise pour mettre en avant des universitaires, des écrivains, des créateurs. Ils mettaient en avant le fait qu'il n'y a pas forcément un dialogue qui peut se créer entre eux, et donc ils veulent des médiateurs. Et donc ils vont chercher, ils vont pêcher des youtubeurs pour créer voilà, des contenus qui permettent de faire de la liaison. Parce que c'est un monde qui ne se parle pas vraiment. Alors dans ce cas-là, est-ce que c'est la faute des youtubeurs ou des professionnels? Je pense que à ce niveau-là, c'est que l'un n'a pas besoin de l'autre. L'un n'a pas besoin de parler avec l'autre. L'un réceptionne l'autre, par contre. Quand on crée des vidéos, des documentaires pour la télé, des films pour le cinéma, eh bien nous, sur YouTube, on réceptionne l'œuvre. Et finalement, c'est très bien aussi. On réceptionne l'œuvre et ça s'arrête là. Il y en a qui peuvent faire des interviews des auteurs, mais finalement, on ne va pas livrer plus que l'œuvre en elle-même. Et à cette question, il y a une youtubeuse qui a été invitée, qui est, si je lis bien ce que j'ai marqué, parce que je suis plus sûr du nom de famille, Mélanie Toubeau, qui est la manie du cinéma.
Et moi, je trouve que c'est un très mauvais médiateur. Après, on prend ce qu'on a, hein. On prend ce qui est visible aussi. C'est ça le hic. Mais je pense que, bon, je pense déjà que c'est pas quelqu'un qui est très intéressé par le cinéma. Je pense que c'est quelqu'un qui a bien fait de faire ces petites émissions, ces reportages sur les personnes en situation de handicap qui vont dans les salles. Mais quand il s'agit de le cinéma en lui-même, je crois qu'elle ne sait pas trop ce que c'est et elle n'a pas trop envie d'en parler. En tout cas, de moi, ce que j'ai vu sur sa chaîne. Elle disait qu'il y avait un manque de curiosité des deux côtés. Mais la différence est quand même de taille. C'est que les gens qui font du cinéma, on va rester sur cinéma, parce que télé, c'est encore autre chose. Mais les gens qui font du cinéma, eh ben, ils font leur film, ils sont payés, et après ils passent à une autre création, ils n'ont pas besoin de s'intéresser à YouTube. C'est pas leur problème, en fait. Les gens qui sont dans la distribution, eux, c'est leur souci, parce que YouTube, les réseaux sociaux, c'est une partie de leur boulot. Mais dans le cas des créateurs, eux, c'est pas leur problème, hein. Là où des gens sur YouTube, eux, sont en attente d'avoir du dialogue, d'avoir de la réception, d'avoir éventuellement des choses uniques à partager. Donc eux, ils sont beaucoup plus en attente de dialogue et en curiosité que des gens au-dessus qui n'ont pas besoin, en fait. C'est presque une roue supplémentaire à mettre au carrosse. Ils fonctionnent très bien sans les réseaux sociaux. Et c'est presque mieux, parce que si on devait commencer à regarder les réseaux sociaux pour après commencer à créer, ça va poser des problèmes. Enfin, ce serait une épine dans le pied, du côté du cinéma. Encore une fois, quand il s'agit de créateurs, les distributeurs sont obligés de passer par les réseaux. Et c'est pour ça, moi j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont proposé on fait des avant-premières de ce film-là, est-ce que vous êtes intéressé pour participer à la projection presse de tel ou tel film? C'est juste que moi j'ai du mal à me dire faudrait que je prépare tout un truc pour ce film-là. Peut-être que je le ferai dans l'année. C'est pas impossible, hein, que tout d'un coup vous ayez une critique d'un film qui va sortir, mais parce que j'aurais fait un petit truc dessus. Il faut juste que je me mette dans une bonne condition et je serai prêt à le faire. Mais il faut que je regarde. Des fois j'ai récemment quelques mails, mais j'ai pas prêté attention. Comme elle dit, c'est un truc évident. Notre rôle, c'est de donner envie de s'y intéresser. Oui, mais on n'est pas obligé de quémander l'attention du cinéma, des gens qui font du cinéma, pour donner envie de s'y intéresser. On peut très bien faire aussi ça tout seul. Qui plus est, quand on a après des gens en face qui ont du mal à communiquer parce qu'ils ne sont pas habitués, et ça donne des fois des choses un peu gênantes, en fait. Ou des langues de bois. Et par contre, je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il y a une fausse idée sur les créateurs. C'est vrai que dans certains milieux, notamment, je me rappelle encore une fois de ce Discord d'écran large, les créateurs de contenu sur YouTube sont traînés dans la boue. Mais il est clair qu'avec les tocards de dingue que nous avons en vitrine, en France, ça donne pas envie, hein. Pas des gens qui sont complètement teubés ou qui font leurs textes sur le chat GPT. Tu te dis, ouais, mais t'as pas envie de dialoguer avec eux. En fait, t'as pas envie de faire une campagne marketing avec eux. T'as pas envie de parler de cinéma avec eux. Donc des créateurs qui sont dans le dur, vraiment dans la création de films, ou des gens qui bossent en fait, qui sont dans la vraie vie, qui bossent, ils ont pas de temps à perdre. Tout simplement, ils ont pas de temps à perdre. Alors, il s'agira aussi d'un moment d'avoir une génération qui comprendra le flux de YouTube, mais on n'y est pas encore. Mais c'est compliqué de trouver des médiateurs sur les réseaux qui ont une vraie passion, comme elle disait, une passion, une curiosité, j'entends par là, une compétence dans le dialogue avec la personne en face, et une audience, c'est-à-dire une force de frappe, pour attirer aussi les maisons de prod. Regardez, moi j'ai 150 000 abonnés, je peux faire quelque chose sur le film que vous vous apprêtez à terminer en salle de montage, je voudrais discuter avec le monteur si c'est envisageable du film, et voire même un dialogue avec le monteur et le réalisateur. Moi ça m'intéresserait, parce que c'est un état de création qui est souvent invisibilisé. Oui, là ça peut être un dialogue intéressant, mais il faut avoir aussi la compétence. Et ça, la compétence, il y a peu de gens qui l'ont, hein. Et moi, de ce que je vois sur la chaîne de la manie du cinéma, c'est pas de la compétence, hein. C'est plutôt flemmard, hein. Après, si ça se trouve, elle parle super bien avec les gens et tout ça, mais bon, il y a la communication et il y a la compétence de parler de cinéma. Bon, ça, on refait pas le monde, hein. On sait très bien que l'avenir est aux crétins, hein. En tout cas sur Internet.
Mais on a quand même quelques personnes qui font le travail, un travail concret, professionnel, et qui veulent quand même se jeter un coup d'œil à YouTube. Et récemment, je suis allé sur des Discords de monteurs. Donc des gens qui montent pour YouTube ou en télé, qui se sont réunis sur un Discord. Alors, c'est un Discord assez technique. Et c'est assez perturbant de voir un peu le fossé qui peut être créé entre des professionnels et des gens sur YouTube. Ça peut être autant un fossé technique qu'un fossé théorique ou narratif ou émotionnel. Et j'entends un fossé qui ne va pas forcément dans le sens où vous croyez. Moi, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à écouter ces gens et à dialoguer un peu timidement, ce sont des gens qui sont complètement aliénés par le système. Toute la puissance de leur calcul et de leur processus pour faire la vidéo va vers le sens de l'algorithme de YouTube. Une optimisation de tout, mais d'une façon qui est ridicule. Et le niveau d'intelligence intellectuelle dans le dialogue, au secours. On est là en face de cas de jeunesse dorée, des jeunesses qui n'ont jamais eu à souffrir de, je sais pas, de portable ou des choses comme ça. Et les gens viennent se plaindre de petits détails de merde parce qu'ils ont trop de luxe, au-delà de simplement pas savoir aligner deux mots dès qu'on parle de choses un peu plus compliquées. Mais ça, il ne s'agit même pas, on peut être très clair et mal s'exprimer. C'est pas, mais des fois, de pas savoir creuser plus loin. Et moi, je suis en plein désarroi. Parce que je voyais que techniquement, sur les logiciels de montage, ils m'éclatent la gueule techniquement, mais c'est spectaculaire. Et on en parlait la dernière fois avec Bonjour. Ils ont une capacité de maîtrise du logiciel qui est c'est même pas des monteurs de haute bourgeoisie, c'est des monteurs qui ont trop de luxe en fait. C'est des monteurs qui ont leur PC bien performant, qui ont leur portable dernier cri, mais qui se font livrer la bouffe chez eux, mais c'est pas, il s'agit rien à voir, ça n'a rien à voir avec de la bourgeoisie. C'est des gens qui sont très technologiquement en phase avec leur temps, au contraire. Ça n'a rien à voir avec de la classe sociale. C'est à voir avec la compétence technologique qui est presque la fin en soi dans leur vie. Le but de leur vie, c'est d'être optimisé technologiquement. C'est ultra perturbant d'entendre ça. Qui plus est quand ce sont des jeunes qui ont 10 ans de moins que moi. Et c'est là où moi j'ai l'impression d'être un escroc. Parce que à un moment, je connais pas le tiers si je connais un tiers de ce qu'ils me disent en termes de technique vis-à-vis de la vidéo. Et là, je me sens comme une grosse merde. En phase 2. Et en face, c'est une génération technologique contre laquelle je ne peux pas lutter. En même temps, je ne peux pas lutter technologiquement, mais je patauge en même temps dans l'imbécilité quand je les écoute parler. Les réflexions débiles, les réflexions vis-à-vis des femmes notamment, oh putain, ou la façon de faire de l'humour, ou être très vulgaire. Alors, il faut s'acclimater réellement à l'ambiance, propos, l'utilisation du langage. Ça m'a pris plusieurs semaines pour m'acclimater. C'est aussi, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc j'ai besoin de plus de temps. Et j'entends leurs paroles aussi. Le véritable... c'est ça, je patauge dans l'imbécilité. C'est ça, c'est comme Scar. D'ailleurs, je leur ai sorti la réplique. Et oui, alors typiquement, Sociorama, c'était des monteurs YouTube, TikTok. Des mecs qui se défoncent comme des dingues pour, des fois, être en attente d'être payés. Il y en avait un qui disait qu'il attendait d'être payé 2000 €. 2000 €, c'est une grosse somme quand même. Avec les utilisations de modes, d'IA, de plugins, de packs. J'avais vu un mec qui faisait son stream d'écran. Alors par contre, là, ils sont pas avares. Ils montrent leur projet, un peu comment ils s'organisent, tout ça. Les mecs, ils sont bien organisés en plus. Et le stream, c'était une bibliothèque de packs, mais c'était la collection complète. Je me dis, oh putain, la bibliothèque de dingue que le mec il est suroptimisé de fou. Et en même temps, ça a l'air d'être des gens complètement désespérés, foutraques émotionnellement. Ils parlent pas de ça. Et en même temps, ça semble être aussi des gens très fragiles. J'entends par là, il y a par exemple une fille sur TikTok qui parle des métiers de cinéma. Et à un moment, elle demandait si il y avait des gens qui seraient intéressés pour parler de leur métier et de voir avec elle si on pouvait faire une toute petite vidéo avec les propos qu'elle citerait, tout ça.
Alors moi, j'ai dit ouais, moi pas de souci, je peux parler du montage en télévision rapidement. Alors j'ai envoyé un petit texte, 2-3 trucs, voilà, 2-3 photos, 1 ou 2 captures d'écran, tout ça. Je lui envoie tout ça. Une semaine après, elle me redemande les mêmes fichiers. Je me dis bon, ok, je renvoie les fichiers, mais puisque j'avais enlevé certains trucs, il y a certains machins, j'ai pas pu lui renvoyer. En gros, elle l'a pas téléchargé pendant une semaine, et après, les fichiers ont été purgés quoi sur WeTransfer. Et moi, je n'allais pas les garder pendant 107 ans non plus. Et c'était début septembre. Guess what? Il y a toujours rien. Et pas, vous savez, le truc classique, c'est-à-dire tu le recontactes en décembre, hein, excuse-moi, moi j'ai eu du mal à faire les vidéos parce que j'étais en tournage, je vais peut-être arrêter le format, mais juste voilà pour que tu saches, je te remercie de ton temps et je suis encore désolé. Juste ça, je demande rien de plus, je demande même pas à ce que la vidéo sorte. Juste ça, juste avoir un tout petit peu de communication. Les mecs ou les femmes, elles n'en ont rien à foutre. Ces personnes n'en ont rien à foutre. Sociorama, je m'apprête à citer Bigard. Hein. Ils sont aux ordres du pognon. Et ouais, c'est super perturbant d'avoir ces gens-là, mais en même temps, ça m'a fait une putain de piqûre de rappel. Mais vraiment, tu te rends compte, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Hein. Il y a quelque chose qui est très gênant à voir ça, et en même temps il y a quand même une fascination et je pense aussi un peu une jalousie pour leur performance technique, c'est-à-dire une capacité à connaître le logiciel sur le bout des doigts, ce qui n'a jamais été mon cas, quel que soit le logiciel, et donc du coup être en phase avec le logiciel pour être prêt à affronter n'importe quelle difficulté technique. Et avec ce Discord là, j'en ai trouvé un autre. Alors cet autre Discord, il est un peu différent. C'est un Discord qui a été créé par un monteur professionnel en télévision qui s'appelle Cyril. Et la chaîne YouTube, c'est Les Secrets d'un monteur pro. C'est une chaîne récente hein, qui est ouverte il n'y a pas très longtemps. Sur ce Discord, il y a tout le temps du monde. Là, par exemple, en ce moment où je fais le live, il y a le créateur du Discord et de la chaîne YouTube, un modérateur et 3 personnes. C'est-à-dire que ce sont des gens, comme pour Execute d'ailleurs, ce sont des gens et des Discords où il y a constamment du dialogue. Où il y a constamment des gens qui viennent pour dialoguer, pour partager, pour montrer ce qu'ils sont en train de faire. Et ça par contre, c'est quelque chose qui est formidable. Il y a des discussions et le créateur de la chaîne vient pour discuter. Il vient pour partager et discuter. Il se rend compte aussi, des fois, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Et pas forcément de l'aide sur l'utilisation du logiciel même, la mentalité, un petit peu d'organisation, les possibilités aussi. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à montrer mon travail. C'est que je suis pas bon techniquement, mais j'ai un truc que les mecs n'ont absolument pas. C'est un sens de la narration. C'est très difficile de mettre ça en valeur dans un entretien professionnel, parce que c'est pas quelque chose de palpable, de concret. Le motion design, ça c'est même plus du montage en fait. Souvent les gens disent monteur, mais en fait ce qu'ils veulent dire c'est motion design. Quand les mecs passent plus de temps à travailler une transition qu'une simple narration, au cut, tout simplement. Et ça, je veux dire, vraiment dans ces dernières semaines, à partir du mois mi-octobre-novembre, là, je suis en train de reformater un peu mon esprit pour me fier un peu plus à ces nouveaux dialogues que j'ai sur ces Discords et un peu plus affronter la frénésie de la saturation de ces images et de ces montages complètement délirants où les mecs ont l'impression qu'on ira toujours plus vite, que ça soit toujours plus dégénéré. Mais j'ai vraiment vu des montages de dégénérés, hein, où les trucs ne veulent plus rien dire. Vous savez, les montages mon voyage en Chine, et c'est des montages où il y a que des transitions de dingue et tout ça, mais des fois il y a des contresens entre les images. On a vu ça un soir avec Poufy, mais sur Discord, donc on s'est tapé une barre parce que ça ne voulait plus rien dire. La vidéo, alors c'était très bien fait, hein, mais ça ne voulait plus rien dire. Et on pouvait même plus apprécier les images. Donc là, on est là et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, en effet, Sociorama, les mecs passent des dizaines et des dizaines d'heures pour être payés des fois des clopinettes. Certains youtubeurs qui ont vraiment commencé à la base, qui sont des fois des gens un peu plus anciens, ils payent très bien leurs monteurs. Et des fois même, et là, il y avait des monteurs de Squeezie qui étaient dans la conversation, ils disaient qu'en fait, il y a des gros projets de Squeezie où ils sont plusieurs monteurs, hein, juste monteurs, sur la même vidéo.
Il y a 3 monteurs, des fois, pour certaines vidéos. Je ne sais plus laquelle il avait cité, une vidéo que j'avais pas vue. Il y avait 3 monteurs. Et après, il y a différentes personnes qui passent pour le son et tout ça. Pour faire les différentes passes et tout ça. Ah oui, alors les shorts, moi je pensais que j'allais en faire quelques-uns, mais c'est pas conseillé. Parce qu'encore une fois, vis-à-vis de ces dialogues que j'ai eu avec certains monteurs, les shorts pourraient flinguer l'algorithme quant à comment il devait qualifier ta chaîne pour après la suggérer. Donc il faut éviter de faire des shorts si tu penses que ta chaîne n'est pas dédiée à ça. Voilà. Donc moi je pensais vraiment vouloir faire 1 ou 2 shorts, tu vois, ne serait-ce que pour faire la promotion de mon projet de mashup. Mais il semblerait que ce soit vraiment pas ce qui doit être fait. Donc je me retiens de le faire. Donc bon, après, on a aussi parlé pas mal sur ces Discord des opportunités, des mécanismes, des opportunistes. Vous savez, l'idée des titres putaclic. Ce n'est pas putaclic, c'est aguicheur. Moi, je dirais pas que c'est aguicheur, c'est désespéré. Parce que si tu crois dans ton projet, tu n'as pas besoin de faire de la provoque, en fait. Pour moi, ça reste de la provoque. Et ça n'a rien à voir avec le thème de ta vidéo. Si ta vidéo, c'est parler des transitions sonores, tu parles des transitions sonores. Tu peux faire une vignette où tu as un mec qui se fait exploser les tympans et tout ça, par les transitions sonores. Mais en aucun cas, ce serait un contresens pour provoquer le spectateur. Tu peux dire, vous en croirez pas vos oreilles après cette vidéo. Ouais, ça peut être bon. Vous en croirez pas vos oreilles après cette vidéo. Mais pas, vous montiez mal le son jusqu'à maintenant. Ouais, ça c'est beaucoup plus provocateur. Pour moi, ce n'est pas aguicheur, c'est juste, ça suscite l'énervement et on clique sur la vidéo pour se conforter d'avoir juste et que la personne qui a fait la vidéo ait tort. Et souvent, c'est l'inverse. Enfin, ça dépend de notre compétence, bien sûr, mais souvent, c'est l'inverse. Et moi, je trouve que c'est une attitude qui est négative. Parce qu'après, ça met aussi dans des conditions où la chaîne ne fonctionne que comme ça. Et quand on a le premier poteau qui est pas solide, tout le reste, il tombe. Et combien de fois, moi, je vous ai dit, les chroniques de l'Axe ou le Clap, il faudrait voir les vidéos récentes, mais les vidéos que j'avais vues sur ces 2 chaînes-là, c'était de la merde. Parce que les mecs jouaient sur la provocation. La planète au trésor, chef-d'œuvre incompris, point d'interrogation. Arrête de parler de chef-d'œuvre incompris, t'y connais rien. C'est pour avoir quoi après ? Le mec innove pendant 10 minutes. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire en fait dans ce cas-là. Ou Chronique de l'Axe, c'était en quoi la chose qui rend Tarzan unique. Le film de Disney donc. Non, je suis désolé. Le procédé 3D de Deep Canva n'est pas le procédé qui rend Tarzan unique parce qu'il l'avait déjà fait dans Aladdin. Et si c'est le seul élément dans tout le film qui rendrait, soi-disant, le film unique, c'est faux. Et en plus, ce n'est même pas le seul film qu'a fait le studio de Montreuil. Donc si on me disait que oui, c'est le seul film qu'a fait le studio de Montreuil, donc le studio français, parce qu'il me semble bien que c'est le studio de Montreuil qui a fait le Tarzan. Je peux me tromper, mais une vague souvenir me disent que c'est le studio de Montreuil. Là, on pourrait se dire oui, mais c'est même pas le cas. Plus après, ils ont fait l'excellent Oiseau de Feu pour Fantasia 2000. Ça, c'est des postures, encore une fois, pour attraper les nigauds. Je ne souhaite pas faire le putaclic. Si à un moment je le fais, c'est dans un cadre qui sera vraiment spécial. Mais trouver des miniatures qui accrochent le spectateur sans être... Oui, c'est les frères Briseau, ou Brizy, oui, voilà. Mais faire des miniatures qui permettent d'attaquer, de prendre le spectateur, ça c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Mais le côté provocateur, je ne veux pas l'avoir. Je trouve que ça n'a rien à foutre là. Et si tu crois dans ton programme, il fera son bonhomme de chemin. Mais parce que les gens veulent se doper à la vue, ils se sentent obligés de le faire. Parce qu'ils veulent faire la chose plus rapidement. Et je trouve ça triste. Mais on sait très bien que l'intégrité n'a pas de place dans ce monde. Là, j'ai un discours intègre et tout ça, mais on sait très bien que c'est pas ce qui sauvera le monde. En tout cas, c'est pas ce qui fait fonctionner le monde de l'intégrité. Ça, je le comprends bien. Mais pour le peu de choses sur lesquelles je peux avoir un peu de pouvoir, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, je veux faire un effort d'intégrité qui ne sera pas forcément au top à chaque fois, mais je veux essayer de le faire. Après, il y en a qui utilisent le clickbait uniquement sur la miniature et le titre, mais qui traitent ensuite « Ah oui, là, les mecs, ils se foutent pas de notre gueule. » Mais combien se foutent de notre gueule ? Il y en a beaucoup, c'est vraiment de la daube.
Et là, je parle spécifiquement du YouTube cinéma français. Hein. C'est spécifique. Hein. Mais il y a plein de gens qui savent faire ça et après qui donnent ce pourquoi on est venu. C'est-à-dire un contenu qui va nous faire poser des questions, qui est bien argumenté, qui est bien mis en scène. Bien sûr. Hein. Un discours analytique, mais il faut essayer de se poser des questions émotionnelles. Encore une fois, tu as une sensation sur un film. Qu'est-ce qui, dans le film, te donne ces sensations? Et là, tu parles de mise en scène. Donc tu lis quand même cette mise en scène à un rapport critique. Parce que c'est un rapport émotionnel que tu as eu. Mais ça, est-ce que les gens ont envie de parler d'eux? Bah là, on coince dans le rapport, dans le processus qui te fait parler de mise en scène dans ton rapport critique. Les gens ne veulent pas parler d'eux. Si les mecs, ils chialent devant je sais pas quel film, ben, ils ont peut-être pas envie d'expliquer pourquoi ils ont chialé. Parce que c'est intime. Mais dans ce cas-là, en fait, le dialogue, il s'arrête tout de suite. C'est très difficile. Si les gens, ils ont pas envie de creuser, en fait, là-dedans, ils vont se contenter de « j'ai bien aimé, j'ai pas aimé ». Et si tu leur poses la question, on va voir jusqu'au... Tu sais, c'est le pourquoi, et jusqu'à la création du monde, hein, comme dit le vénérable sage dans Kirikou. Quand il y a le petit Kirikou qui vient le voir et qui dit « Pourquoi ?» Et il y a le sage qui dit « Tu as raison de demander pourquoi, mais si nous continuons ainsi, nous irons jusqu'à la création du monde. » Et il a raison. Donc à un moment, il faut aussi se fixer soi-même plutôt que renvoyer la balle tout le temps. Moi, je serais apte à... expliquer, comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de l'anatomie d'une chute. Hein. Je considère que c'est un film qui m'a pas fait d'effet, parce que je n'ai pas considéré que la mise en scène était particulière au point de me créer un état de sidération par rapport à ce que je peux voir régulièrement. Je trouve que le son n'est pas plus remarquable que cela. Je trouve qu'au montage, le film est d'une certaine logique, mais qu'une logique qui ne me crée pas un état de résistance vis-à-vis de ce que je peux voir un peu partout. En même temps, pour moi, c'est là où je peux avoir une faiblesse dans l'argumentaire, c'est que je pourrais dire que c'est ordinaire, mais sur quoi je me base? Et est-ce que j'ai d'autres exemples avec lesquels je peux le mettre en rapport? Non. Donc là, oui, on peut me tomber dessus si on veut vraiment me chercher vis-à-vis de mon rapport critique à Anatomie d'une chute, sachant que je n'ai pas vu la bataille de Solferino et Sibylle ou des films comme ça qui sont les films de la réalisatrice. Donc là, si ça se trouve, si je regarde un autre film, la bataille de Solferino, il y aura plein de logiques que je retrouverai dans Anatomie d'une chute. Et là, ça me donnera en fait des portes pour mieux comprendre, mieux apprécier le film. Ah, là, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut aussi faire un travail d'aller chercher ces autres films. Parce que là, je ne l'ai pas fait. Il faut se donner les moyens. Et après, quand tu dialogues avec les autres, tu es en capacité de. Sinon, tu es cloisonné. Et ça, il faut le dire. Faut pas se cacher de dire « Ah, mais non, mais le film... » Non, c'est que t'as pas vu les autres films de la réalisatrice, donc il y a des choses qui t'échappent. Il faut se le dire à soi-même, il faut le dire dans la conversation, que c'est très probable que je n'ai pas apprécié le film, parce qu'il y a peut-être des dynamiques dans la mise en scène, ou des thèmes, ou une façon de narrer qu'elle fait dans les autres films précédents, dont l'Anatomie d'une chute est une pure continuité. Et là, je me dis « Ok, je mets en avant ma faiblesse de... non-connaissance de la réalisatrice, ou de non-connaissance de tel type de cinéma. » Mais ça, se mettre en danger, se mettre en difficulté dans un dialogue avec quelqu'un d'autre, il faut que l'autre personne soit apte à la réceptionner, cette fragilité. Et ne pas considérer cette fragilité comme une ouverture pour te défoncer. Parce que là, il y en a, ils se feront un malin plaisir de dire « Ah, il y a une faiblesse là, je la vois, à l'attaque !» Et ils seront sans pitié. Donc c'est une affaire de diplomatie, c'est une joute verbale, une dispute, mais sans que ça soit, comme disait Godard, sans que ce soit un jeu de massacre. Il faut savoir aussi un peu respecter l'autre. Moi je ne peux pas parler du rapport qu'a Luc Aubry avec Ralph Bakshi parce que je ne suis pas dans sa tête. Je connais pas son processus émotionnel, je connais pas son processus politique, je connais pas sa façon de fonctionner vis-à-vis de la mise en scène, ce qu'il cherche précisément dans un film. Donc je vais pas commencer à me poser des questions. Pourquoi ce film il a été élu? C'est très compliqué parce que là c'est des choses vraiment extérieures. C'est comme ce que tu me dis Sosurama vis-à-vis du cinéma japonais qui fonctionne et celui qui fonctionne pas. Ouais, on peut faire discussion de comptoir, il n'y a pas de souci, mais bon, au bout d'un moment, ça fait 15 ans que il y a des questions comme ça où c'est très compliqué de donner des réponses à peu près convenables, quoi. Mais c'est simplement, on n'est pas à la place des autres. Et des autres qui ont un pouvoir décisionnel.
Et s'il communique pas sur le pourquoi, on n'a que la décision. Ce film, c'est la Palme d'Or de Cannes. Boum. Et ça s'arrête là. Tiens, quand tu parles de vidéos sur des jeux vidéo, je vous disais que je regardais des vidéos YouTube ces derniers temps. J'ai regardé la vidéo de The Great Review sur Call of Duty. Et j'ai un peu regardé aussi ce qui a été dit après sur cette vidéo. C'est un peu gênant en effet d'avoir ce déballage d'informations et en aucun moment il cite la source qui semble être vraiment la source profonde de tout le développement de son propos. Et comme par hasard, et je pense que c'est ça qui gêne énormément aussi, je trouve, c'est quand il ne peut pas développer sur certains sujets parce que la source en elle-même n'a pas développé sur ce sujet. Il dit on va pas développer ça parce que la flemme. Oui, non, mais c'est parce que tout simplement la source, il n'y avait pas de source. Enfin, la source n'avait pas fait de recherche sur tel sujet. C'est pour ça que le film, le sujet, la vidéo s'arrête à une certaine date. Parce qu'après, il n'y a rien sur la source. Donc ça, c'est gênant. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés. Après, l'histoire, elle est formidable, ce qui est raconté. Il aurait dû faire autrement. Il aurait dû préciser dès le départ. Il aurait dû aussi citer dans les crédits de fin toutes les vidéos qu'il a utilisées. La description de sa vidéo a été changée pour appliquer justement ce qu'on lui reprochait. Mais bien sûr, dans la vidéo, c'est pas vraiment spécifié. Donc ça, c'est très dommageable. Et justement, j'étais en train de chercher en fait les vidéos utilisées en crédit de fin. Et en fait, non, il y a que les remerciements de tipeurs ou je sais pas ce que c'est, des noms de gens à la chaîne, sûrement les soutiens et les mécènes, je suppose. Ouais, c'est gênant en fait, ce rapport-là. Mais plus dire honnêtement, c'est je me suis grandement aidé pour la structure, les infos et les recherches de tel ou tel machin avec qui j'ai un peu discuté. Et puis voilà, et tu dis ça au début de vidéo et à la fin tu cites grand merci à machin pour son travail de recherche et tout ça. Juste ça. Et si tu peux encore plus l'appliquer dans la structure de ton texte régulièrement, tu ponctues régulièrement, ben tu travailles quoi. Enfin, tu mets en avant la source qui t'a aidé. La vidéo est bien en plus, mais bon, on peut plus citer la source. Et c'est pas comme si c'était, t'as juste pris un paragraphe dans 30 pages de texte et tu dis bon, ça passera quoi. Mais là, c'est tout. C'est tout. Là, c'est beaucoup plus important. Je dis ça par rapport à ce qui m'a été reproché pour Disney. Je prenais des fragments je prenais pas la texte entier. Là, c'est mal joué. Qui plus est, bon, moi, petit youtubeur, j'avais quoi, 12 000 abonnés, quoi. C'était rien. Enfin, non, moins, j'avais 8 000 peut-être. Je risquais pas de créer la colère de qui que ce soit. Alors que lui, a plusieurs. Il est à combien d'abonnés, lui 400 000 The Great Review. 450 000, mais tu fais pas cette erreur-là. Faut être complètement con. Il faut être con pour faire un truc pareil. C'est pas connaître son public, aussi, je pense. Le mec, il est tout seul dans sa piole, Ça, c'est une vraie erreur, Quand t'as 8000 personnes qui te suivent, tu sais que t'en as à peu près 500 qui vont voir les vidéos, t'en as peut-être un qui va tilter et t'es même pas sûr. Donc l'arnaque peut passer. Enfin, l'arnaque. Le manque de rigueur peut passer. Mais à une échelle pareille, ça, c'est une arnaque moldave, mesdames et messieurs. À cette échelle-là, vu la longueur de la vidéo, le succès et le retentissement médiatique de ce mec, c'est le gars qui voulait se faire de l'oseille et il a tenté une arnaque moldave. Et avec 450, putain, tu fais pas cette erreur, tu cites les gens. Voilà. Bon, quand je vous disais qu'il y avait des cons, là, peu de temps avant, ben voilà. Moi, je trouve un texte de fou, un texte anglais de fou. Minimum maintenant. Maintenant, je fais un peu plus attention. Vous avez d'ailleurs remarqué que dans les dernières critiques, je suis plus à même dans le flux de parole de citer les gens quand il y a une expression qui me plaît énormément. Maintenant, je suis un peu plus, j'essaie d'un peu plus me forcer à dire faut citer la personne, faut citer la personne, faut citer la personne. Et même dans le texte, dans certains de mes textes, j'ai encore tout le listing de la page et tout ça. Maintenant, je fais un peu plus attention. Oui, mais il y a quelques années, je disais, bon, qu'importe, de toute façon, personne ne regarde. Ce qui est un peu vrai aussi, au vu des stats de mes vues,
Mais maintenant, je suis un peu plus... je pense que je peux encore bien plus travailler cette rigueur de citation. Mais si tout d'un coup, il y a un texte entier, je le trouve trop dingue, je veux le mettre en vidéo, un texte anglais, et je l'ai déjà fait pour le Pixar An Art at Work, donc qui était une petite vidéo pour Hooper.fr. J'avais repris texto quasiment en faisant une traduction le texte anglais, je l'ai cité à la fin. C'était normal. J'étais crédit de fin, remerciement, avec le listing et le site internet, je crois. En tout cas, le nom précis de l'article et de l'auteur en texte de fin. C'était peut-être ce qui arrivait en deuxième ou en premier dans les crédits. C'est évident, parce que c'est la partie structurelle et de recherche de source de ma vidéo. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo à faire sur Pixar. Il faut essayer de tendre à l'honnêteté intellectuelle. Quand tu sais que tu as beaucoup de citations et que tu vas pas passer ton temps à faire de la citation dans ton texte parce que tu dois avancer sur ton argumentaire, il faut essayer de trouver une forme souple. Mais peut-être mettre dans ton texte qui te sert de prise de notes, mettre les références claires et entières, mais quand tu vas les dire, tu fais ça de façon légère. Comme ça te prend pas trop sur le temps de parole à faire la citation, alors dans l'article de machin truc bidule, mais tu le gardes dans le texte. Au cas où, si tout d'un coup, dans les commentaires, on te demande des précisions ou tout ça, eh bien tu peux leur dire et tu gardes les liens internet si possible aussi. Si tu sais qu'il y a des textes qui ont pris beaucoup de place dans ton travail. Je pense qu'il s'est juste pas posé la question. Moi, je pense que non, à ce niveau-là, tu es obligé de te poser la question. Quand tu en fais ton boulot et que tu as envie, tu es obligé de te poser la question. Parce qu'il est vraiment super teubé alors. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait défriché un ami qui fait des émissions sur Twitch, qui fait des gender studies. C'est Ikakura, un vieux pote, et il avait défriché les vidéos de cinéma de The Great Review et on était arrivé à la conclusion que c'était juste un bouffon. C'est juste quelqu'un qui n'a pas vraiment de talent, pour parler de cinéma en tout cas, qui dit des évidences. Donc vu qu'il dit des évidences, eh bien à un moment il voulait créer quelque chose, il voulait raconter une histoire en fait. Il la raconte bien, hein, sauf que c'était pas la sienne. Toi, t'es le gars de trop bonne foi qui cite les gars qui ont aidé, les gars que tu cites qui t'ont aidé. Ouais, mais je n'ai pas été... j'étais de bonne foi, mais j'étais pas rigoureux à un certain moment où je me suis dit « Oh, ça va me faire chier de reciter tous les textes que j'ai utilisés dans ma marmonnade vis-à-vis de Disney, hein. Même vis-à-vis pas que de Disney, d'autres textes. Maintenant, je prends un peu plus de temps de me renoter les textes, et si je sais qu'ils vont être vraiment intéressants, sinon je les note pas, parce que c'est le temps de digérer tout ça, de recracher, de voir ce que vraiment dans le texte qui va me servir. Des fois je fais pas cet effort, mais des fois je le fais aussi en fonction de la nature et du sérieux du texte. Ça dépend complètement. C'est pour ça qu'il y avait un mec sur Sens Critique qui m'avait cassé les couilles, parce qu'on était arrivé à la même conclusion vis-à-vis de l'expression de certaines situations. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était vraiment l'utilisation d'expression vis-à-vis du... Je crois que j'avais utilisé le terme le fusil chargé de clous. À un moment on tire et il y en a forcément qui touchent. Je crois que le mec s'était vexé vis-à-vis de ça et d'autres choses, mais bon, c'est vraiment... Et casse-noisette quoi. Donc non, je suis de bonne foi, mais je peux aussi être dans les maladresses et dans l'envie de m'alléger en fait l'obligation de citation. Et moi je me dis, je suis pas à l'université en fait, j'ai aucun... par politesse je peux le faire, mais je suis pas obligé de le faire. Dans les moindres mesures, je suis pas obligé de le faire. Dans les mesures où ça prend une place très 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 importante, ouais. Et si je prends le temps d'aller en bibliothèque pour lire un livre et lire des passages qui m'intéressent pour tel ou tel film, je suis obligé. Là pour Mandingo, là récemment, Mandingo, je suis allé en bibliothèque pour lire le livre de Nicolas Tellop. Ah bah là, j'allais pas faire l'impasse. Donc là, j'ai pris la note, j'ai écrit les phrases, j'ai pris la page, et puis voilà. Et je sais qu'après, quand je mets dans mon texte, je sais qu'à cette page-là, je retrouve le livre. Et je crois même, j'ai dit, attention, parce qu'il y a des éditions différentes. Je crois que c'était pour ce livre-là où il y avait des éditions différentes. Il faut... Non, c'était pour le livre de Christopher Nolan. Sur Christopher Nolan de je sais plus qui là. Que j'ai sur mon étagère. Il y a des éditions, il y a des rééditions, et du coup, les pages ne sont pas les mêmes. Là où il y a les citations intéressantes. Ouais, c'est un bon narrateur, hein, je suis d'accord.
Sauf qu'il faudrait qu'il narre ses propres travaux, en fait, ses propres recherches. Même si je trouve qu'il y avait des petits problèmes quand même dans sa narration. Après, il a une bonne voix pour narrer. Ça, je lui laisse. Moi, je suis d'accord avec toi, bonjour. La notion de droit d'auteur a été tellement galvaudée par YouTube et ses abus. Ça a créé l'effet inverse chez la nouvelle génération. Il y en a qui n'hésitent pas à se servir gratuitement. Oui. Bah, il faut essayer de se remettre dans le droit chemin, comme on peut. Ouais, tu vends pas un travail universitaire. Après, c'est pour ça que moi, je me permets des fois d'être un peu plus souple sur l'obligation de citer à tout va. Au bout d'un moment, ça devient plus qu'un texte de citation. C'est pas ce que le spectateur cherche. Il y a une espèce de compromis à faire. Tu vois, quand moi je voyais la vidéo de The Blight Review, bah, j'aurais souhaité quelques exemples quelques titrages pour montrer quelle vidéo c'est, d'où ça vient. À un moment, il me montre des trucs super stylés de frag sur Titanfall 2. Bah, moi, j'aurais peut-être souhaité savoir d'où ça vient, quoi. Parce que c'est clairement pas son gameplay, tu vois. Donc, merde. Et puis, sa vidéo, c'est pas de l'art. Donc, souvent, quand on veut faire une vidéo super chiadée avec de l'art, on met pas de la citation parce que ça nuit un peu à l'immersion dans la vidéo. Par exemple, moi, quand je vais sortir mon mashup, je vais pas mettre à chaque fois qu'il y a un plan de tel ou tel film, je vais pas mettre en dessous, en tout petit, c'est le film machin. Bah non, parce que je veux faire de l'immersion, je veux faire de l'art. Lui, c'est clairement pas de l'art ce qu'il nous fait là avec la vidéo sur Call of Duty, c'est une vidéo d'information et d'histoire. Donc là, il peut largement, et ça s'écoute juste à l'audio, hein. Ça marche très bien à l'audio aussi. Hein. Mais donc, vidéo, des fois quand il y a des vidéos sur des interviews, des images de développement avec des images des développeurs de chez Infinity Ward, t'as peut-être envie de savoir d'où viennent ces documents en fait. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'était un truc YouTube ? Ça vient d'où en fait ? Ça, on peut prendre un peu de temps pour écrire un petit texte juste à côté. Voilà quoi. Merde, c'est pas compliqué. De donner en fait un intérêt à regarder la vidéo. Parce que bon, les images de Call of Duty, on les a toutes vues, hein. Parce que moi, à un moment, j'ai regardé la vidéo pendant 30 minutes, 30-40 minutes, et après je suis allé me coucher, parce que je digérais mal ce que j'avais mangé à midi. J'écoutais, j'ai laissé la vidéo tourner, j'écoutais, et j'entendais très bien. À aucun moment j'avais besoin de me retourner vers mon écran. J'en avais pas besoin, parce que il y avait juste l'audio. Donc à un moment, la vidéo ne sert à rien. Et ça, c'est un vrai problème pour le YouTube cinéma, et moi je suis en train de réfléchir à un projet que j'avais déjà montré il y a très longtemps, lors des 10 ans de la chaîne, j'avais montré un projet que je souhaiterais être audio et vidéo, où la vidéo, je ne peux pas la dissocier de l'audio et inversement, où il manquerait des informations à l'audio, et je ne suis pas encore arrivé à ce projet-là. Enfin, à créer vraiment la fusion entre les deux. Combien de fois vous écoutez les vidéos, et vous avez les mêmes informations exactes. Rien ne vous convoque le visuel. Et ça, c'est très, 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 très difficile à créer, en fait. Et encore plus difficile à créer sur l'entièreté de la vidéo. Donc, c'est une écriture qu'il faut faire. Il faut convoquer le visuel. Et les gens qui convoquent le visuel, c'est des gens qui ont bien compris l'intérêt qu'il y a de poster des vidéos sur YouTube. Et à donner de l'intérêt, bien sûr, à la vidéo. Bref, écoutez, comme prévu, on va s'arrêter là, pour cette partie-là. Merci beaucoup d'être présent dans le chat, d'avoir animé ce chat. Quant à moi, je vais couper le live, je vais me mettre en fermeture. Je vous remercie de l'avoir regardé, d'avoir un peu interréagi. Merci encore de votre venue et de votre soutien. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche et une très bonne semaine. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!